Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo qui parle de livres. Ça faisait un petit moment sur ma chaîne et en fait c'est un peu la base de la chaîne, donc je me suis dit il est temps que je reprenne mes vidéos qui parlent de livres. Aujourd'hui on est le 8 juillet, si je me trompe pas dans la date, et j'avais envie de vous faire un petit bilan de la moitié de l'année qui vient de s'écouler sur mes lectures. Malgré le confinement où je pensais pouvoir lire à volonté et vider complètement ma palle, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai lu 4 livres en tout. Malgré tout, de bons livres, de très belles découvertes, et on en parle tout de suite plus en détail. Le premier livre que j'ai lu cette année, il s'agit d'une saga, du premier tome d'une saga, Les Arcanes Lunaires. Ce titre, ça fait plusieurs fois que je le dis et à chaque fois je me trompe, il n'y a pas moyen de le sortir correctement. Et le tome 1 s'appelle Périple sur la Sande de Passemonde. C'est écrit par S. de Shératan et publié chez la Compagnie littéraire. C'est un livre que j'ai acheté à l'occasion d'un salon du fantastique il y a quelques années et que j'avais gardé dans ma palle jusqu'à présent. J'ai donc rencontré l'auteur durant ce salon du fantastique et ce livre c'était son bébé. Il a complètement pensé, c'est lui qui a fait les illustrations qui se trouvent à la fois sur la couverture et à l'intérieur, il y a des illustrations. Il a également fait des prints de marque-pages et de cartes postales. Et il y a un gros travail éditorial aussi dessus. On se retrouve dans un monde divisé en plusieurs continents. Les terres du Nord, les terres du Sud, les terres de l'Ouest et les terres de l'Est. Et au début de ce livre, on atterrit donc sur les terres de l'Ouest, qui est un monde, je dirais, un petit peu dystopique pour nous, dans un sens où c'est un monde très industrialisé, où chaque personne vit pour son travail, les sociétés sont très hiérarchisées. Et on rencontre Ephriarque, qui est un orphelin de naissance, donc il a une trentaine d'années. Et en tant qu'orphelin, il n'a pas vraiment sa place dans la société. Donc il travaille et il a tous les devoirs d'un citoyen, mais il n'en a pas vraiment les privilèges et les droits. Il rencontre un jour son nouveau directeur de département, Mirfassal, qui lui vient des terres de l'Est. Les terres de l'Est, pour le peuple des terres de l'Ouest, c'est un univers magique peuplé de légendes dont ils ont assez peur et finalement très méconnu. Mais Ephriarque va se lier d'amitié avec Mirfassal, avec son directeur. Ils vont devenir amis et Mirfassal lui propose de passer quelques jours de vacances dans son monde, dans les terres de l'Est, et de découvrir un petit peu son univers. En découle ce qui apparaît au début comme une romance, ce qui va devenir une romance au fil du livre, entre les deux hommes, mais c'est une romance qui ne va pas prendre le pas sur l'intrigue principale du livre et qui va être là en fond pour amener un petit peu de douceur, de délicatesse à une action quand même assez rythmée. Ephriarque arrive donc en terre de l'Est et découvre les légendes dont parlent les terres de l'Ouest. Il s'agit d'une terre peuplée de magie, de créatures fantastiques. Mirfassal n'est pas totalement étranger à ce monde-là et va entraîner Ephriarque au début dans simplement une balade qui va faire découvrir à Ephriarque un monde qui lui est totalement inconnu. Mais il s'avère que durant leur petit périple, ils découvrent que les terres de l'Est sont en danger et ils décident tous les deux de partir en quête afin de préserver la magie des terres de l'Est. Vous l'aurez compris, dans ce livre, il s'agit d'aventures, de périples, de rebondissements et de nombreuses quêtes. Au départ, nos deux personnages sont seuls et au fur et à mesure de leur périple, ils vont découvrir et rencontrer de nouveaux personnages qui vont tous à leur manière contribuer à leur épopée et soit à la sauvegarde, soit au péril des terres de l'Est. La qualité de ce livre est aussi l'un de ses défauts, c'est que il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, beaucoup trop de personnages, soit de personnages principaux, soit qui apparaissent trop rapidement et trop longtemps au premier plan. Énormément de quêtes, ça va extrêmement vite. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre le monde dans lequel on était plongé, à comprendre les dangers qui planaient sur les terres de l'Est. Ça m'a pris bien la moitié du livre pour comprendre tout ça, ainsi que pour comprendre la géographie, la topographie un petit peu de l'univers dans lequel on est plongé. Cependant, l'auteur a un talent, hormis la créativité dont il fait preuve pour créer
ces personnages parce que on connaît les classiques loups-garous, vampires, féeries et compagnie, mais il y a de nombreux nouveaux personnages, nouvelles races de personnages qui sont inventés ou du moins dont je n'avais jamais entendu parler. Ça c'est rafraîchissant. Hormis cette créativité-là, d'apporter de la richesse, de la nouveauté dans un pays imaginaire, Sheratan a aussi cette faculté à décrire les environnements dans lesquels sont les personnages. Il y a énormément de descriptions, donc il faut aimer ça, ça peut être difficile à digérer, mais on arrive vraiment à bien se plonger sur l'instant T dans le décor dans lequel on est. Et ça, j'ai énormément apprécié, j'aime beaucoup être complètement immergée dans mes lectures, dans l'univers des personnages que je suis. Ça apporte, je trouve, un gros plus. Donc vous l'avez compris, il s'agit d'un premier tome. Il me semble qu'il y en a 3 qui sont sortis, le 4e est en cours ou finalisation d'écriture, il me semble. Ce n'est pas une déception parce que j'ai pris plaisir à ma lecture, mais je pense que dans ce livre il y a quand même un certain nombre de points négatifs qui ont fait que ce n'est pas un coup de cœur. Mais cette série mériterait que je me penche sur le 2e tome pour voir si les défauts de ce tome-ci ont été corrigés dans les suivants. En tout cas, ça reste une belle lecture, ça reste une belle aventure. Et si jamais ça vous tente, vous pourrez trouver les livres directement sur le site de la compagnie littéraire, puisqu'il me semble qu'ils ne sont pas en vente dans les grandes librairies. Ou bien aussi sur le Facebook de l'auteur, ou si vous tapez Aventure Arcane, vous trouverez sur Facebook, si ça vous intéresse de vous plonger un petit peu plus dans son univers. On passe au 2e livre que j'ai lu en ce début d'année. Il s'agit des Contes de Biddle le Barde, écrit par J.K. Rowling et celui-ci publié chez Folio Junior. Je vais me faire taper dessus par bon nombre de fans de l'univers Harry Potter puisque je ne les ai pas lus. Voilà. Cependant, même si c'est différent, je le sais, j'ai vu les films un bon nombre de fois et j'ai énormément aimé Le Conte des Trois Frères. Donc voilà ma lecture. Voilà pourquoi j'ai voulu lire les Contes de Biddle le Barde. J'ai absolument pas été déçue. Je vais pas faire un résumé parce que je pense que bon nombre d'entre vous les connaissent. Mais pour le peu qui ne connaîtraient pas les Contes de Biddle le Barde, il s'agit des contes que lisent les parents sorciers à leurs enfants dans l'univers Harry Potter. J'ai beaucoup apprécié cette petite lecture assez rafraîchissante et qui nous fait un petit peu penser à autre chose. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, sachez que la totalité des droits d'auteur perçus lors de l'achat de ce petit livre en particulier sont versés à la fondation Lumos, qui a été fondée, il me semble, par J.K. Rowling et qui lutte en faveur des enfants défavorisés qui n'ont pas forcément droit à la parole. Et je trouve que c'est une super initiative. Maintenant, je pense que J.K. Rowling peut se permettre de reverser ses droits d'auteur sur un petit livre comme celui-là, sachant tous les Harry Potter qu'elle a dû vendre dans le monde depuis sa publication. Ça reste néanmoins un très beau geste et je l'applaudis pour ça. Je passe tout de suite à ma 3e lecture qui là pareil m'a pris un petit moment, je dirais un mois, mais là pour le coup c'est parce que j'avais envie de la savourer, j'avais pas envie de la finir puisque je connais très bien l'histoire. Il s'agit du tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos, publié chez Gallimard Jeunesse et bien sûr écrit par Christelle Dabos. J'ai découvert La Passe Miroir il y a quelques années maintenant et j'étais tombée complètement sous le charme de la plume de Christelle Dabos, de son univers, voilà, j'étais complètement red dingue de ce premier livre. Et en fin d'année dernière, le tome 4 est sorti. J'avais pas envie d'en finir avec cet univers parce qu'il s'agit du dernier tome de la saga et j'avais envie de rester avec Ophélie et Thorne le plus longtemps possible. Donc j'ai mis un petit peu de temps à lire ce dernier livre. Autant les premiers tomes, notamment le 1 et le 2 de La Passe Miroir, se concentrent sur donc les personnages principaux, sur Ophélie et Thorne. Ce sont des tomes que j'appellerais un petit peu passifs, surtout le premier. On est sur la découverte de la plume de l'auteur, sur la richesse de son univers. Et plus on avance dans la saga, plus on a de l'action, plus la lecture est rythmée. Et alors ce dernier tome, c'est une apothéose. J'ai que ce mot-là à la bouche, c'est une apothéose. Ophélie est vraiment investie à fond dans sa mission de découvrir pourquoi a eu lieu la déchirure des mondes. Alors je vais rien vous spoiler si vous n'avez pas du tout lu la saga, mais il y a un fil rouge, un fil conducteur dans les 4 tomes.
Et ce dernier, c'est la réponse à toutes les questions qu'on se pose depuis les fiancés de l'hiver. On se pose énormément de questions au début du livre, et en fait, plus on avance dans la lecture, plus on avance dans l'histoire, et plus on se pose de questions, et moins on a de réponses. C'est assez frustrant de ne pas savoir où on va, on a l'impression d'être perdu, c'est vrai, parfois. Voilà, à chaque fois qu'une réponse était apportée, qu'Ophélie trouvait une réponse, ça n'apportait en fait que plus de questions. Encore et toujours plus de questions, et c'est vraiment à la toute fin du livre qu'on a toutes les réponses qu'on attendait. Et on se dit, mais en fait, bah oui, en fait c'est ça. Ça pouvait pas être autrement. Et je pense que c'est un livre, et c'est une saga en général, qui demande une deuxième relecture, voire peut-être une troisième. Parce que lors de sa première lecture, on est voilà, sur une lecture de surface, on apprend l'univers, on est vraiment spectateur de ce qu'on lit, de ce qu'on découvre, jusqu'à la fin du 4e tome. Et une fois qu'on a toutes les réponses, on a toutes les clés en main, je pense qu'on peut relire la saga et découvrir la sous-couche en fait, ce qui se cachait depuis le début entre les lignes et qu'on n'avait juste pas vu, et que maintenant qu'on est au courant de toutes les ficelles qui ont été tirées tout au long de ces livres, ben maintenant on peut lire entre les lignes et ça doit être beaucoup plus intéressant. Je ne me suis pas encore penchée sur une relecture de la saga en sa totalité, mais ça arrivera et j'ai vraiment hâte parce que c'est un univers dont je ne me lasserai pas, ce sont des personnages dont je ne me lasserai pas. Pardon, j'ai la voix qui part un peu en sucette là. Donc, je vous parle de ce livre-là avec un peu de recul maintenant parce qu'il est sorti en novembre l'année dernière, donc j'ai eu le temps de lire les avis dessus, de me faire mon propre avis, de le digérer. C'est un livre qui se digère énormément. Et j'ai pu constater que certains étaient mitigés sur la fin, et c'est assez rare qu'une fin de livre divise autant son public. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que c'est une fin, je pense, qu'a voulu l'autrice. C'est la fin qu'elle imaginait, mais c'est pas forcément la fin qu'on voudrait. Je suis juste contente de l'avoir lu, triste que ce soit terminé, mais pas si frustrée que ça, pas déçue, juste pressée de rouvrir ces pages et de me replonger dans la totalité de la saga. C'est donc un livre qui clôture les aventures d'Ophélie et de Thorn, donc je ne peux pas vraiment vous résumer l'histoire si vous n'avez pas lu les premiers et je ne veux spoiler personne, mais on retrouve toujours la plume de Christelle Dabos, on retrouve son univers, cette créativité qu'on aime tant dans les premiers, et l'autrice est restée fidèle à elle-même, fidèle à son univers, à ses personnages qu'elle n'a fait que développer encore et encore. Et je ne suis déçue de rien, je trouve pas de mauvais points en fait. Cette saga, j'ai pas assez de mots pour la décrire en fait. Et on arrive à ma dernière lecture de ce bilan de mi-année. Il s'agit du Sorceleur de Andrzej Sapkowski, et je suis désolée pour la prononciation si c'est pas ça, mais c'est une horreur à prononcer. Il s'agit donc du tome 1, le dernier vœu, et qui est publié chez Bragelonne. Très jolie édition d'ailleurs. J'ai d'abord découvert l'univers du Sorceleur avec la série sur Netflix The Witcher, que j'ai bouffé 1 ou 2 fois. Donc j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai tout adoré sur cette série. Et on m'a offert, coïncidence, les 2 premiers tomes du Sorceleur. J'ai pas été si surprise que ça parce qu'on me l'avait dit, mais c'est un livre qui se découpe en nouvelles, en petites nouvelles. Et si je dois comparer ça à la série, pour ceux qui l'ont vu et qui n'ont pas lu les livres, chaque nouvelle correspond à un épisode, donc à une quête. Donc aucune surprise pour moi sur la lecture de ce premier tome, puisque la série suit pratiquement en tout point le livre. Par contre, une chose qui m'a beaucoup surpris au départ et que j'ai fini par accepter, c'est que l'auteur s'approprie et reprend de nombreux contes de notre enfance, type les contes de Grimm, ce genre de choses. Il s'inspire également des légendes nordiques pour créer son personnage, donc je suis moins calée là-dessus, je pense que je les ai moins repérés, mais les contes de mon enfance, oui, ça j'ai bien vu le détournement. Ça m'a fait rire par moments, ça m'a crispé un petit peu aussi de voir qu'on s'attaquait à mes personnages d'enfance, et bon, j'ai fini par accepter, mais oui, au départ c'était déstabilisant. Non seulement on a une réécriture de légendes, de contes populaires, d'histoires déjà largement connues, mais en plus
l'auteur a une vraie problématique actuelle qui est le respect de l'environnement, de la planète en général, mais également ces problématiques liées à l'acceptation de soi, à l'acceptation des autres, à la tolérance, ces problèmes de discrimination, d'inégalité. Et on sent l'envie de Sapkowski de faire prendre conscience de ces problématiques et de leur enjeu actuel à travers ses écrits. Pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de l'univers du sorceleur, on se retrouve dans une époque assez moyenâgeuse, même très moyenâgeuse, mais peuplée de magie, de légendes, de monstres et de mutants aussi. Et Gérald de Rive est l'un de ces mutants. C'est un sorceleur. Les sorceleurs sont une catégorie de personnes magiques qui ont été créées pour aider les hommes à se débarrasser des monstres nuisibles qui peuplent le monde qu'en fin de compte ils ont envahi et dont ils ont dégagé toutes ces espèces magiques. Donc au final c'est un peu je prends ta place, tu dégages et si tu veux pas dégager je t'envoie le sorceleur, il va te ruiner la tête. Voilà. Mais Gérald a un code d'honneur, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les sorceleurs. Et s'il voit qu'il n'y a pas qu'une seule solution, que tuer une créature n'est pas l'unique solution, il fait tout pour l'aider. Et c'est ce qui le démarque de ses congénères. Et c'est également pour ça qu'il est rendu célèbre, notamment par son ami Jasquier qui est troubadour et qui chante ses exploits à qui veut l'entendre. Mais Gérald est un sorceleur qui n'aime pas sa condition, qui se sent mal dans sa peau, qui n'a qu'un seul souhait, redevenir humain. Et bien que ce soit pas vraiment abordé dans ce premier tome, on sent quand même un certain mal-être en lui et un profond désir de retrouver son humanité et de vivre enfin en paix, loin des guerres, loin des combats et loin de cette répugnance qu'ont les autres vis-à-vis de lui. Voilà pour ce bilan de moitié de l'année, de mi-année, je sais pas vraiment comment appeler ça, mi-annuel de lecture. J'espère que vous aurez découvert des petites choses que vous ne connaissiez pas. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié chacune de mes lectures, il n'y a pas de déception. J'ai fait de belles découvertes et j'ai également pu mettre un point final à des choses qui me tenaient à cœur. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles lectures en espérant avoir un petit peu baissé ma palle. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.